Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. Vous regardez Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité police, justice, le dossier de la semaine et la France, une nouvelle fois touchée par un acte terroriste. L'homme à l'origine de l'attaque meurtrière de Villejuif s'était converti à l'islam en 2017, puis radicalisé. Nathan C., l'auteur de cette attaque au couteau, a choisi ses victimes en fonction de leur religion. Autant d'éléments qui ont poussé hier soir le parquet national antiterroriste à se saisir de cette affaire. Une attaque menée par un homme aux troubles psychiatriques avérés. Alors comment bascule-t-on de la pathologie mentale à la radicalisation? Ce n'est pas la première fois. Est-ce une nouvelle forme de menace? Le décryptage avec nos invités, avec Dominique évidemment, dans un instant, juste après les toutes dernières informations compilées par Victor Gascoat. Il s'agirait d'un acte terroriste commis par un déséquilibré. L'enquête sur l'auteur de l'attaque au couteau de Villejuif a été saisie par le parquet antiterroriste qui privilégie cette thèse. Si les troubles psychiatriques importants de l'auteur des faits sont avérés, les investigations des dernières heures ont permis d'établir une radicalisation certaine du mis en cause, ainsi qu'une préparation organisée de son passage à l'acte. Nathan C. a crié Allahu Akbar au moment de son passage à l'acte, selon plusieurs témoins. Converti à l'islam en 2017, il se serait ensuite radicalisé. Une thèse confirmée par les éléments retrouvés dans son sac à dos. Des ouvrages divers sur la religion musulmane et quelques ouvrages effectivement qu'on peut qualifier de salafistes. Et puis par ailleurs une lettre qui peut être considérée comme non pas une lettre d'allégeance mais une lettre de départ, une lettre testamentaire avec des répétitions assez caractéristiques du musulman qui s'autoflagelle et qui sait qu'il va peut-être faire le grand saut. Connu des services pour des faits de droit commun, Nathan C. n'était pas fiché S. Enfant, il est identifié comme une personne à haute capacité intellectuelle, mais souffre de troubles mentaux. L'enquête se poursuit auprès de l'entourage de l'assaillant pour déterminer ses motivations précises. Et pour décrypter cette affaire, nos invités dans Affaires suivantes, Pascal Neveu, bonjour. Vous êtes psychanalyste, directeur de l'Institut français de la psychanalyse active. À vos côtés, Guillaume Fard, consultant sécurité BFM TV. Guillaume, d'abord, qu'on comprenne bien pourquoi le parquet national antiterroriste s'est saisi. Quels éléments concrets dans cette affaire de radicalisation, d'actes de Nathan C., comme on l'appelle, ont permis au parquet de décider de se saisir de ce dossier? Alors, des actes, au départ, il y en a quand même tout de même plusieurs. Hein. Il y a cette conversion à l'islam en 2017 qui interroge. Il y a les cris Allahu Akbar répétés pendant son périple meurtrier. Un mode opératoire, l'usage d'un couteau, qui renvoie à des attentats passés. Mais tout cela a été un peu tempéré par ces troubles psychotiques dont il souffrait depuis l'âge de 5 ans. Puis l'enquête a progressé. Et là, hier, il n'y avait plus d'hésitation possible pour le parquet national antiterroriste. Il y a 4 éléments. La lettre qui est retrouvée sur lui avec un contenu qui est testamentaire, clairement. L'appartement qui a été perquisitionné, qui a été vidé d'une partie de ses objets, comme s'il avait organisé la fin de sa vie. Le fait qu'on ait perdu sa trace dans les 24 heures qui précèdent son geste. Et enfin, la sélection de ses victimes. Il n'a pas frappé au hasard. La première personne qu'il ciblait, quand il s'est rendu compte qu'elle était de confession musulmane, il l'a épargnée. Et ça ne plaide pas pour des assassinats aléatoires. Alors Pascal Neveu, on nous parle, donc Guillaume nous parle de cet homme, converti, mais on nous parle aussi d'un garçon qui a très vite été repéré pour ses hautes capacités intellectuelles, suivi psychologiquement depuis l'âge de 5 ans. Il a fait ses études à Angers, il a rencontré plusieurs psychiatres, le premier à l'âge de 5 ans. Il était hospitalisé plusieurs fois, dont parfois à la demande de ses parents. Il est sorti en mai 2019 d'un centre médico-psychologique. Il a cessé son traitement en juin. Est-ce qu'il est plus malade mental, que terroriste? Les deux ne sont pas incompatibles, parce qu'on a une frange de la psychose qui atteint les délires religieux et avec un côté très obsessionnel, ce qui peut expliquer son comportement d'ailleurs au niveau de son passage à l'acte. 4-5 ans, c'est la tranche d'âge où on peut effectivement, à partir de ce moment-là, diagnostiquer une psychose chez un enfant, une désorganisation psychique avec quelqu'un qui n'est pas dans un principe de réalité. Et s'il n'est plus sous traitement, effectivement, ces délires peuvent s'accentuer. Alors tout dépend de son degré d'état psychotique, parce qu'il n'est pas totalement dans un état délirant au moment de son passage à l'acte. Ça, c'est intéressant de le souligner. C'est en ce sens où, à mon avis, on ne pourra pas plaider non plus la folie et l'irresponsabilité. Il est organisé puisqu'il va laisser la vie sauve à un homme qui lui dit « je suis musulman ». L'assaillant va lui faire réciter une prière et il va l'épargner. Donc,
il y a ce côté obsessionnel qui va fonctionner il y à a ce ce moment-là. côté obsessionnel qu'on retrouve chez les psychotiques. Et effectivement, ils peuvent construire leur monde irréel, une réalité psychique qui n'est pas celle du commun des mortels, sans surmoi, avec leur propre code moral et qui les amène à passer à l'acte. Ce qui est intéressant également, c'est de noter que sa maison est vide. Symboliquement, la maison, c'est son moi, c'est sa propre personnalité. Et il n'y a plus rien à ce moment-là. Donc ça peut être le reflet également, alors c'est une analyse sauvage, d'une désorganisation complète où effectivement, comme le disait Guillaume, du fait qu'il sait qu'il va mourir et que le vide est au fond de lui. On comprend bien que l'équilibre, que la ligne entre la folie et la radicalisation, elle est ténue, elle est perméable. Guillaume, comment les autorités peuvent travailler face à cela? On a des fichiers qui suivent les radicalisés, mais là, il n'était pas fiché S, il n'était pas suivi dans les fichiers. Est-ce qu'il y a des moyens aujourd'hui pour recouper ce genre de choses? Alors, il y a eu des évolutions. Alors, le fichier, déjà, pour la police et les services de renseignement, c'est le fameux FSPRT, fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Ce fichier-là, il comporte 20 000 noms. Dans ces 20 000 noms, on va dire qu'il y a deux catégories. Il y a la catégorie dite de haut de spectre, les personnes les plus dangereuses, qui font l'objet d'un suivi particulier de la part des services de renseignement et notamment de la Direction générale de la sécurité intérieure. Puis après, il y a les menaces qu'on appelle de bas de spectre, c'est-à-dire des individus qui seraient moins dangereux, moins violents. On va en confier la surveillance au service central du renseignement territorial. Et parmi ces personnes, il y a des personnes qui effectivement souffrent de troubles psychotiques. Alors en 2017, Gérard Collomb, quand il était ministre de l'Intérieur, avait un petit peu défrayé la chronique parce qu'il avait dit qu'il y aurait un tiers de ces personnes dans ce FSPRT qui souffriraient de troubles psychotiques. Les associations psychiatres étaient immédiatement montées au créneau en disant que pas du tout et qu'elles contestaient cette affirmation. Mais toujours est-il que depuis mai 2019, et ça c'est la nouveauté, on peut croiser le FSPRT avec un autre fichier qui est le fichier OpsiWeb, qui est le fichier des personnes internées d'office, on va le dire simplement comme ça, et qui permet donc aux membres des services de renseignement de savoir quand une des personnes qu'elles suivent, eh bien, quand cette personne est également hospitalisée d'office pour des troubles psychiatriques. Comment est-ce que ce fichier OpsiWeb est alimenté par les psychiatres qui donnent des informations? Il y a le secret professionnel. Alors on peut faire des signalements, on a une obligation de signalement à certains moments, mais certains ne le font pas parce que qui peut prédire qu'il va passer à l'acte? En fait, on reconnaît toujours un acte terroriste, un assassin après coup. Et vous voyez dans les témoignages à chaque fois, tout le monde dit mais il était agréable, il nous saluait, il nous disait bonjour. Voilà, c'était quelqu'un qui... Et ce sont des personnalités également, peut-être dans son cas également, qui s'inscrivaient, qui dans une vie sociale, dans une vie affective, il avait une petite amie, dans une vie professionnelle. Donc on ne peut pas les repérer. On n'est pas dans un état de psychose aussi profond qu'un schizophrène, qui est réellement l'état de psychose le plus important. On se souvient de l'affaire de Villeurbanne, c'était en septembre. Cet individu en bouffée délirante, les termes étaient effectivement un problème de personnalité. Il y avait un état, voilà, je retrouve les mots, état psychotique avec délire paranoïde à thématiques multiples dans le mysticisme et la religion. Vous nous expliquerez peut-être précisément ce que ça veut dire. On sent bien qu'il y avait un problème psychologique sur cet individu. Il avait quand même tué une personne. Le parquet national antiterroriste ne s'était pas saisi de l'affaire de Villeurbanne. Il se saisit là. C'est quoi la différence? Il y a deux éléments qui peuvent expliquer la saisie. La préméditation, ça c'est le premier élément, c'est les actes préparatoires, c'est l'entreprise terroriste. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous dites, très bien, je vais commettre un attentat explicitement, expressément, et je vais le planifier. Ça, c'est la première chose. Il y a une deuxième chose tout de même, c'est l'allégeance. L'allégeance à une idéologie, l'allégeance à une organisation terroriste internationale. Ça, c'est ce qui, d'ailleurs, les deux éléments étaient manquants dans le cas de l'affaire de Villeurbanne, on est le 31 août 2019 dernier. Maintenant, dans le cas de Michael Harpon, à la préfecture de police de Paris, et dans le cas des faits qui ont été commis vendredi, il nous manque quand même l'adhésion idéologique forte. C'est-à-dire que c'est ça qui est un petit peu manquant. Dans le cas de Michael Harpon, l'organisation État islamique évoque l'attentat dans sa littérature, mais ne le revendique pas expressément. Et là, les enquêteurs sont toujours à l'œuvre dans les faits qui sont produits vendredi à Villejuif. Mais il faudra déterminer cela. Est-ce qu'il y a vraiment une adhésion idéologique? Sinon, on va rester dans une sorte d'entre-deux qui est satisfaisant pour personne, ni pour les enquêteurs, ni pour les victimes, qui est finalement ce terrorisme endogène de proximité avec des individus qui sont fragiles psychologiquement et qui vont passer à l'acte avec peu ou pas de moyens dans un laps de temps au fond assez court. Alors Villeurbanne, la préfecture de police Michael Harpon, déséquilibré aussi, en tout cas pas très bien dans sa vie. Il y avait aussi l'affaire de la Défense, le 19 décembre, un homme qui est abattu, un Marocain en situation irrégulière qui menaçait les policiers avec une scie et qui était en voie de clochardisation et perdu lui aussi. Est-ce que ces gens-là doivent rendre des comptes? Est-ce que si cet homme hier, qu'on appelle Nathan, n'avait pas été abattu,
est-ce qu'il aurait rendu des comptes à la justice? On ne peut pas savoir, tout dépend de toute façon. Au vu de son dossier, de ce que l'on sait. Au niveau des experts, tout dépendra tout aurait dépendu, des experts, des magistrats également. Mais ce qui est le plus important, et Guillaume le soulignait, c'est la façon dont les familles vont faire leur deuil. Parce que qu'on donne une explication terroriste ou qu'on donne une explication psychotique, c'est pas du tout la même chose. Bien sûr. Bien évidemment, la société va s'emballer également en disant les psys, comme d'habitude, protègent effectivement ce genre de déséquilibré, mais c'est pas la grande question. C'est une question de jugement de valeur. C'est la façon dont nous on va pouvoir prédire ou pas que quelqu'un va passer à l'acte à un moment donné. Et c'est pas du tout non plus la même chose au niveau de l'indemnisation pour les victimes. Tout à fait. Victime d'un acte terroriste, c'est pas victime d'une affaire de droit commun, d'un crime commis par un déséquilibré. Il s'agit, évidemment pas de se faire peur, mais on sait que les services de renseignement traquent les facteurs ou les éléments de radicalisation. Il y a ce fameux fichier dont on parlait. Comment on fait face à ces personnes? Est-ce on doit se reposer sur des psychiatres? Cet individu, depuis 5 ans, il voyait des psychiatres. On ne va pas faire le procès, évidemment, des gens qui l'ont suivi. Je pense que c'est imprévisible, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est une menace de demain? Alors ça, je vais vous répondre très clairement, on ne peut rien faire. On ne peut pas repérer à la base quelqu'un qui peut tomber dans un état délirant et passer à l'acte parce qu'il va décompenser immédiatement. Lui, il était suivi depuis fort longtemps, mais vous avez des psychotiques, des schizophrènes qui se cachent très très bien dans la société. Ça représente 2-3% de la population à peu près. Donc, ce qui est un pourcentage pas inintéressant, mais qui reste assez faible avec un faible taux de passage à l'acte. Parce que sur les 2-3%, il n'y en a que 2% qui vont passer à l'acte également. Bon, ça reste quand même un nombre quand même assez important. Mais il ne faut pas tomber dans la paranoïa. Vous évoquiez la paranoïa tout à l'heure, qui est une forme de psychose également. C'est le cas de Villeurbanne. Voilà, c'est ça. Et donc, si on rentre dans une société qui vit dans la terreur, à ce moment-là, on ne fait plus rien et on ne combat plus rien. Mais il faut, et la société et le gouvernement le précisent depuis de nombreuses années, il faut faire très attention parce qu'il y a eu des demandes, effectivement, d'assassiner dans la rue. Comme pour les sectes, c'était aussi une arrière-pensée de Daesh, de se dire on va aussi peut-être susciter des personnes fragiles à passer à l'acte? Disons que Daesh, c'est une idéologie malfaisante. Donc eux, ils diffusent cette idéologie et par tous les canaux. Donc les réseaux sociaux, certains disciples ou certaines personnes qui ont prêté allégeance, qui peuvent rentrer en contact et pousser au passage à l'acte. Mais à partir de mars 2018, des attentats de Trèbes, le président de la République installe l'expression de terrorisme endogène. La menace est endogène. Endogène, ça veut dire qu'elle est ancrée profondément dans le territoire national et que sur le territoire national, il y a des individus qui sont en rupture avec un système de valeurs, avec un projet de société et que ces individus-là seront plus sujets que d'autres au passage à l'acte. Et donc quand cette fragilité rencontre d'autres fragilités, qui sont des fragilités, Pascal Neveu le disait, psychiques, bien là, oui, là, il y a une dangerosité particulière. Et ce que cela veut dire aussi, c'est que cette menace, elle sera durable et que ce danger, il est inscrit durablement dans notre histoire et sur notre territoire. Docteur, est-ce que ce que vient de dire Guillaume Fard, cette idéologie, elle a plus de prise sur des esprits faibles? Alors, je n'aime pas le terme esprit faible, mais en tout cas des personnes qui ne sont pas suffisamment structurées, qui sont déséquilibrées, comme on le dirait de manière vulgaire, effectivement, vont être davantage sujettes à des manipulations sur le plan idéologique et sur le plan religieux et mystique. Donc les sectes, les religions, l'extrémisme également. Mais alors, je disais également l'état paranoïaque et la schizoparanoïa. Par exemple, vous pouvez croire dans les extraterrestres également. Vous pouvez avoir des délires, des hallucinations auditives, visuelles, qui vous font penser également à passer à l'acte et à orchestrer également la façon dont vous allez tuer quelqu'un. Parce que la paranoïa l'emporte, c'est l'autre qu'il faut tuer. Donc je sélectionne les bons et les mauvais. Ceux qui me veulent du mal ou ceux avec lesquels je veux faire alliance. Merci beaucoup Pascal Neveu, merci Guillaume Fard d'être venu sur le plateau d'Affaires suivantes nous aider à décrypter malheureusement ce qui restera comme le premier acte terroriste de l'année 2020. Dans un instant, la deuxième partie d'Affaires suivantes et puis au menu cette surprenante, justement rocambolesque fuite du Japon de Carlos Ghosn. On dirait, c'est bien simple, un film d'espionnage. On en sait d'ailleurs un petit peu plus aujourd'hui. Le Wall Street Journal a dévoilé une photo de la malle dans laquelle Carlos Ghosn aurait voyagé. Le journaliste qui a révélé cette information sera notre invité dans un instant. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. Vous regardez Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité police, justice, les coulisses cette semaine d'un scénario tenu secret mais digne d'un film américain. Comment Carlos Ghosn a-t-il réussi à s'évader de sa résidence surveillée de Tokyo? Beaucoup d'hypothèses et aujourd'hui,
le Wall Street Journal affirme savoir exactement comment l'ancien PDG de Renault-Nissan a pu passer inaperçu. Selon le quotidien américain, il se serait caché dans 7 malles à musique. Regardez bien, c'est ainsi qu'il aurait embarqué à bord d'un jet privé. Bonjour David Gauthier-Villard, vous êtes le chef du bureau turc du Wall Street Journal. Merci d'être avec nous. C'est vous qui sortez cette information. Alors expliquez-nous d'abord les détails de cette malle. Oui, bonjour. Alors, jusqu'à présent, la fuite de Carlos Ghosn du Japon au Liban, c'était un peu comme un Tour de France pour lequel on n'avait que l'image de l'arrivée, c'est-à-dire de son arrivée dimanche dernier à Beyrouth, en avion depuis la Turquie. Alors, ce que nous avons révélé dans nos éditions ces derniers jours, c'est que Carlos Ghosn a été chargé à bord d'une boîte à l'aéroport d'Osaka dimanche dernier, à bord d'un jet privé long courrier qui l'a amené jusqu'à Istanbul. Et l'autre révélation que nous avons faite, c'est que Carlos Ghosn était accompagné de 2 Américains, dont l'un, Richard Taylor, est un ancien béret vert et un spécialiste connu dans le petit monde de la sécurité privée comme un spécialiste de l'exfiltration. Alors on va revenir sur ces 2 informations, peut-être la plus anecdotique, mais cette histoire de Mal qui avait été percé, c'est bien ça, pour qu'il puisse respirer. Il est resté combien de temps dedans? Est-ce que vous savez un peu comment ça s'est organisé? Alors les enquêteurs turcs ont retrouvé 2 malles à bord de l'avion qui était stationné sur le tarmac à l'aéroport d'Atatürk à Istanbul. L'une effectivement percée de trous pour permettre à Carlos Ghosn de respirer, et l'autre qui était remplie d'équipements de sonorisation de haut-parleurs. Ces 2 boîtes, comme vous pouvez le voir sur la photo que nous avons diffusée, qui sont typiquement utilisées par des musiciens pour transporter du matériel de concert. Que sait-on exactement du voyage? Vous avez retracé, vous avez enquêté, vous avez retracé quand même une bonne partie de comment ça s'est passé, de par où il est passé. Alors c'est toujours un peu, ça reste un mystère de savoir comment Carlos Ghosn est allé de Tokyo à Osaka. Ce qu'on comprend maintenant, c'est qu'à Osaka, puisque l'équipe d'exfiltration a travaillé pendant plusieurs mois, et notamment pour rechercher des vulnérabilités dans la sécurité des aéroports au Japon. Et donc, c'est probablement pour ça que l'équipe a fait passer Carlos Ghosn par l'aéroport d'Osaka plutôt qu'un aéroport plus proche à Tokyo. Et donc, il a été chargé à bord de cette boîte. On comprend qu'une fois l'avion parti, il est sorti de la boîte et il s'est installé dans un des fauteuils, plutôt à l'arrière de l'appareil, car une des hôtesses a affirmé l'avoir reconnu, mais par contre les pilotes ont déclaré ne pas avoir vu son visage. Alors vous parliez de 2 Américains qui l'accompagnaient, il y avait une équipe d'exfiltration, comme vous disiez à l'instant, autour de lui. Oui, donc on ne sait pas encore exactement dans quelles circonstances, en tout cas le principal personnage, Richard Taylor, a été amené à aider Carlos Ghosn. On comprend qu'il a travaillé plusieurs mois. C'est un personnage au CV assez rocambolesque. C'est un ancien béret vert, c'est-à-dire un ancien membre des forces spéciales de l'armée de terre américaine. Il a fait parler de lui il y a une dizaine d'années environ, lorsque le New York Times l'a recruté pour tenter de faire évader un de ses reporters qui était détenu par les talibans en Afghanistan. Et plus récemment, son nom était apparu encore dans la presse pour une histoire de son implication dans une affaire de marché truqué aux dépens du Pentagone, le département de la défense aux États-Unis, et implication qui lui avait valu plusieurs mois de prison, et il avait été libéré en 2015. Merci beaucoup David Gauthier-Villard d'avoir été avec nous en direct pour nous donner toutes ces précisions à partir de cette enquête que vous avez faite, de ces photos que vous avez dévoilées. On rappelle que dans la semaine, la famille et l'entourage de Carlos Ghosn avaient démenti cette histoire de mal. Merci beaucoup pour tout ce travail. Avec nous en plateau, Christophe Naudin, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste en sûreté aérienne. Vous avez reconnu vous-même, on le rappelle, été l'organisateur en 2015 de l'évasion de République dominicaine de 2 pilotes qui étaient inculpés dans l'affaire Air Cocaïne, évasion illégale comme celle de Carlos Ghosn. Vous avez d'ailleurs été condamné en République dominicaine à 5 ans de prison. On vient d'avoir ce film qui commence à s'ébaucher, ce scénario. On le disait, une équipe d'exfiltration, c'est quand même très intéressant. Ça veut dire que ce genre de périple, on l'imagine bien, ne s'improvise pas. À quoi faut-il penser? À quoi réfléchit-on quand on prépare ce type d'évasion?
Il faut penser à tous les détails. Et en général, il faut essayer de faire un coup à blanc, c'est-à-dire il faut essayer de s'assurer que tout va fonctionner. Donc on va en repérage sur les lieux. On essaye de faire à peu près une fois au moins le trajet dans les mêmes conditions pour observer s'il y a des difficultés. Difficulté principale pour moi, par exemple, c'est d'embarquer la malle à bord d'un avion d'affaires. Les portes sont pas très larges, la malle me semble assez grande. Bon, enfin, des petits détails comme ça, pour lesquels il faut s'assurer que ça fonctionne bien. Mais effectivement, c'est pas une opération qui se détermine au dernier moment. En revanche, si j'ose dire, le go de l'opération peut effectivement être donné par la personne concernée au dernier moment. Ça, c'est... Et il semblerait que ce soit ce qui se soit passé. Ça veut dire qu'il faut recruter des hommes, comme on l'a entendu. Et les bons. Les bonnes personnes, d'accord. Des gens qui vont se taire. C'est le problème principal, parce que vous avez dit que, effectivement, j'avais été condamné par la République dominicaine, ce qui est vrai, mais je ne l'ai pas été à cause de l'opération. Je l'ai été parce que j'étais trahi et pour tout à fait autre chose, et parce que j'étais trahi par un des membres de l'équipe, en l'occurrence le député européen Aymeric Choprade. Mais sinon, si vous voulez, il n'y aurait eu aucune possibilité pour la République dominicaine de faire quoi que ce soit. Donc il faut des gens qui se taisent. Dominique, on est assez étonné, c'est-à-dire qu'on comprend bien qu'il y a visiblement des agences qui existent, qui organisent ce genre de choses. Il y a deux choses. Il y a des structures, certains disent des officines, mais c'est péjoratif. Moi, je préfère parler de structures. Des entreprises qui ont pignon sur rue, qui font officiellement du consulting, de la sûreté, de la sécurité, dans le monde entier, et qui sont composées essentiellement d'anciens du gaz. Les anciens du gaz, c'est ex-DGSE, ex-DGSI, des gens du renseignement, des gens des forces spéciales, comme le Richard Taylor américain. Et donc... il y a ces gens-là qui font ça en toute illégalité, mais ça coûte de l'argent. Et puis, à côté des structures, il y a des équipes. J'ai envie de dire, c'est un peu ce qu'a fait Christophe Noda. Les équipes, c'est des bandes de copains, des anciens aussi, anciens des mêmes services, qui vont monter l'opération. Là aussi, c'est illégal, mais c'est plus la bande de copains ou le commando que la grosse structure. Dans les deux cas, c'est illégal, et dans les deux cas, ça coûte beaucoup d'argent, beaucoup de dollars, parce que l'euro, c'est une monnaie qui n'existe même pas dans ce genre d'échange. Alors, c'est illégal, mais ça dépend de quel point de vue. Je comprends ce que vous voulez dire par rapport au droit. Le problème, c'est que dans la multitude de pays qui existent, le droit est vacillant. Du point de vue moral, vous mais il faut savoir si, du point de vue moral, il est intéressant ou important de faire revenir des gens qui sont détenus illégalement, arbitrairement, abusivement. Si M. Taylor avait ramené les journalistes d'Afghanistan, tout le monde aurait dit que c'était quelqu'un de formidable. En tout cas, Carlos Ghosn dit effectivement ne reconnaissait pas la légitimité de la justice japonaise, qu'il trouvait pas adaptée. Ce qu'on peut comprendre. En tout cas, c'est sa ligne de défense. Mais je ne me prononce pas sur la question. Vous êtes un spécialiste de l'aérien. Oui. Il est parti de Tokyo, alors visiblement de l'aéroport d'Osaka, pour aller jusqu'au Liban. Comment on planifie un plan de vol? Par où on passe? Comment on passe en termes de papier aussi? À un moment, il faut bien sortir de la malle et montrer des papiers. Alors, déjà, c'était une bonne idée de ne pas partir de Tokyo. Il ne faut jamais partir de l'endroit où on attend que vous partiez. Donc ça, c'était plutôt bien. Il y a un deuxième aéroport à Osaka qui, à mon avis, aurait dû être privilégié, mais ils ont pris le plus gros. Ensuite, en ce qui concerne la préparation des opérations aériennes, la chose que je connais un petit peu le mieux, il était intéressant de faire en sorte qu'en cas de problème technique, en cas de déroutement, là où l'avion devrait éventuellement se poser, il n'y ait pas d'extradition possible ou de rapatriement possible de M. Ghosn à son point de départ. Donc il est important de ne passer que par des pays qui ont des mauvaises relations avec le Japon. C'était le cas de la Corée du Sud, c'est absolument le cas de la Chine, et c'est dans une certaine mesure le cas de la Russie. Donc ça a été assez bien préparé parce que on aurait pu avoir l'orthodromie dans l'autre sens, c'est-à-dire une route par le sud, qui à mon avis aurait été beaucoup plus dangereuse en cas de problématiques techniques pendant le vol. C'est un vol de 12 heures quand même. Au Japon, on ne graisse pas la patte. Dans certains pays, on peut graisser la patte, on ne va pas citer des pays, mais au Japon, on graisse la patte de personne. On va dire que ça existe partout. Mais entre partout et des pays dans lesquels c'est institutionnalisé, c'est-à-dire où la corruption, elle est partout, à tous les niveaux, le Japon est plutôt un pays où la corruption est faible, comme la France, comme l'Europe en général. Donc il y avait peu de chances, en réalité, qu'on puisse
graisser la patte, pour reprendre l'expression de M. Rizet, d'un policier aux frontières japonais. Ça coûte cher. Pardon, ça coûte cher. Juste un mot. Moi, j'évalue en fonction des opérations aériennes et en multipliant avec un petit coefficient, j'évalue à 300 000 € le prix de cette opération. Merci. Merci beaucoup Christophe Naudin. Et on rappelle que Carlos Ghosn parlera cette semaine. Ce sera évidemment à suivre tout au long de la semaine sur BFM TV. Peut-être qu'il donnera un petit peu plus de détails sur cette évasion. Merci d'être venu sur le plateau d'Affaires suivantes. Tout de suite, les invités de la semaine. Faire évoluer la loi, c'est aujourd'hui le combat de Franck Baril pour honorer la mémoire de sa fille. Lali avait 8 ans seulement quand un camarade de classe l'a défenestrée. C'était il y a quasiment 5 ans, jour pour jour, le 8 janvier 2015. L'institutrice de Lali, qui s'était absentée quelques instants seulement au moment du drame, a été relaxée ce jeudi par la justice. Aujourd'hui, le père de Lali et son institutrice sont côte à côte. Ils seront avec nous sur ce plateau dans un instant. Tous deux dénoncent les services de l'État qui n'avaient pas alerté sur la dangerosité de l'élève qui a provoqué la mort de Lali. Ils nous parleront de leur combat dans un instant, juste après le rappel des faits avec Elisa Tran. Un drame dans une école privée de Périgueux en Dordogne. Une fillette de 8 ans est décédée. C'est l'un de ses camarades du même âge qui l'a jetée dans le vide du premier étage. Lali, qui souffrait de trisomie, était scolarisée dans une classe pour l'inclusion scolaire. Le 8 janvier 2015, son institutrice s'absente quelques instants, entre 3 et 5 minutes, pour ranger des feuilles dans la pièce voisine. Le temps pour un élève présentant des troubles du comportement de défenestrer Lali. L'enseignante assure n'avoir rien entendu. 1 an plus tard, elle est mise en examen pour homicide involontaire, tout comme une employée de l'aide sociale à l'enfance. Cette dernière avait eu connaissance d'un précédent. 2 ans auparavant, dans sa famille d'accueil, le petit garçon avait eu un geste similaire envers un enfant de 2 ans. Mais l'aide sociale à l'enfance n'en a pas informé l'établissement, arguant le secret professionnel. L'assistante sociale ne sera pas renvoyée devant la justice. Quant à l'institutrice, elle a été relaxée jeudi par le tribunal d'Angoulême pour absence de faute caractérisée. Et invitée d'Affaires suivantes, Elisabeth Jacquard, bonjour, merci d'être là. Vous êtes l'institutrice de Lali, on le disait. Franck Baril, bonjour, merci d'être là. Vous êtes le papa de Lali. Bonjour. Peut-être une première question à vous deux, parce qu'on vient d'avoir ce rappel des faits, et peut-être que les gens se disent, c'est étonnant de les voir côte à côte, c'est surprenant. Peut-être Franck Baril, expliquez-nous, pourquoi aujourd'hui vous êtes côte à côte? Déjà pour dénoncer, bien sûr, le drame qui endeuille ma famille. Et pourquoi côte à côte? Parce que ce drame a affecté aussi l'enseignante qui était en charge de Lali, qui on l'a confiée. Et je pense que ce soit notre famille ou l'enseignante, on est victime des agissements d'un organisme public. Vous êtes tous les deux victimes, tous les deux, on l'imagine, dans la douleur. Ce 8 janvier, ça fera 5 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé? Comment vous l'avez vécu? C'est un drame. Voilà, c'est un moment de ma vie qui ne passera jamais. Avec tout ce qui a été découvert derrière, tous les faits qui nous ont été cachés, qui n'ont pas été dits, tous les événements qui ont précédé l'arrivée de cet enfant dans l'école, j'ai découvert quelque chose qui m'a abasourdi. C'est un enfant qui avait déjà commis des faits identiques sur une autre petite fille qui était placée depuis très longtemps. Et ça a été non dit, ça a été caché. On m'a dit, il faut faire attention aux petits. On s'est borné à vous dire, il faut faire attention aux petits. Voilà, c'est ça. C'est la seule information qui m'a été donnée. Et en tant que directrice d'école, ça veut dire, pour nous, en langage scolaire, c'est il peut embêter les petits, il peut leur prendre leurs jouets, il peut les empêcher de jouer. Enfin, des choses communes, normales dans une école. On n'imagine pas que c'est un enfant qui avait déjà passé quelqu'un par la fenêtre et qui était potentiellement meurtrier, capable de le refaire. C'est pas du tout le genre de violence ou le genre de comportement qu'on attend des enfants dans un établissement scolaire. Ce jour-là, tout est allé, j'imagine, extrêmement vite. Oui, tout à fait. Vous avez encore des souvenirs? Oui, j'ai un souvenir il y en a 2 qui ne me quitteront jamais. C'est quand je l'ai vu, l'enfant refermer la fenêtre, et je dis, mais où est Lali? Voilà, et que j'ai ouvert la fenêtre et que je l'ai vu en bas.
Et ça, c'est des images qui me quitteront là, mais ça, c'est sûr. Donc, Madame Jacquard, vous aviez dans votre classe, dans vos élèves, parmi vos élèves, un enfant qui était dangereux, qui avait déjà fait ça, donc qui avait un dossier, qui avait un passé, un passif, et personne ne vous a dit que vous aviez dans cette école cet enfant dangereux. Non. Je n'ai comment c'est possible information. Comment est-ce qu'il est arrivé chez vous dans votre classe? Donc il a fait la même chose en 2013. Il a été déscolarisé, il a été changé de famille d'accueil. La nouvelle famille d'accueil n'était pas au courant non plus. Et ils ont cherché à le changer d'école. Et entre la nouvelle famille d'accueil et mon école, il y a 4 ou 5 écoles publiques avec des structures, des classes spécialisées comme la mienne, dans lesquelles il aurait pu être scolarisé. Pourquoi il n'y est pas allé? Pourquoi il n'y est pas allé? Mes collègues du public ont plus de liens ensemble. Moi, je ne les vois qu'1 ou 2 fois par an sur des réunions annuelles pour parler justement de la répartition des enfants dans les classes. Eux, ils se connaissent peut-être plus, ils ont peut-être plus d'informations à se partager. Et pour moi, l'idée, c'était on va le mettre dans le privé, parce que le privé et le public, ça ne doit pas trop communiquer. Elle ne va pas savoir, elle ne va pas avoir d'informations. Et ça va passer comme une lettre à la poste. Alors, qui était responsable de cet enfant? Qui a pu cacher des choses? L'aide sociale à l'enfance? L'aide sociale à l'enfance. L'ASE, c'est ça? Ouais. C'est ça. Et donc, tous les deux, votre combat aujourd'hui, c'est de dénoncer ce comportement de l'ASE, c'est ça? Ah oui, parce que sans l'ASE, il n'y a pas de problème. Vous enlevez l'enfant de cette école, de la classe, ma fille est toujours là, elle est toujours parmi nous, et je ne serai pas là aujourd'hui. Je pense que l'ASE est... si on enlève les 2-3 minutes de manque de surveillance, sont responsables à 95% du fait. Parce que eux savaient, et ils n'ont jamais rien fait pour retirer l'enfant de l'école. Même si ils ne l'ont pas dit à l'inscription, que cet enfant pouvait être potentiellement dangereux. Pendant le cursus scolaire de cet enfant-là, il a eu des agissements dangereux, anormaux. Ils auraient pu le retirer. Il n'avait pas obligation de dire quoi que ce soit, de dire bon bah ça va pas, on le retire, on le met ailleurs, un organisme qui lui convienne mieux. Non, ils ont jamais rien dit sur les antécédents de cet enfant. Ils savaient très bien que la classe CLIS de Madame Jacquard était à l'étage. Mais jamais ils l'ont mis en garde d'amener une protection particulière aux fenêtres, alors qu'ils savaient de quoi il était capable. Parce que non seulement il a jeté une petite fille par-dessus un balcon 1 an avant, mais c'est un chien, c'est des animaux. C'est un enfant qui était potentiellement dangereux. Et eux, ils savaient, les autres ne savaient pas. L'aide sociale à l'enfance dit il y a un secret professionnel. On n'a pas à dévoiler. Mais comment il peut y avoir un secret professionnel entre professionnels? Ça, c'est un des cœurs du problème. C'est que dans l'enseignement spécialisé, annuellement, chaque enfant a une réunion avec l'ensemble des professionnels. Orthophonistes, psychomotriciens, psychologues, qui est une profession relativement fermée. Mais dans cette réunion, l'ensemble des partenaires communiquent les informations qu'ils estiment nécessaires à chacun pour que justement la prise en charge de l'enfant soit la plus adaptée possible, qu'on ajuste nos comportements, nos attentes aux besoins de cet enfant et qu'on puisse, cet enfant-là, il travaille très bien en individuel dès qu'il y a 3-4 personnes, donc adapter la position dans la classe, mettre en place ce qu'on peut. S'adapter à chaque élève. On s'adapte à chaque enfant. Donc le secret professionnel, il est partagé. Et c'est pas parce qu'on a des informations sur différents soucis de différents enfants qu'on va publier ça dans le journal et qu'on va... Non, on est des professionnels. Quelque part, l'ASE se place largement au-dessus de nous en disant oui mais les enseignants ils sont pas capables de tenir leur langue, ils vont aller raconter n'importe quoi, on va pas leur dire parce que eux, le secret professionnel, non. La réponse de l'ASE, je cite un papier de Fabien Payot dans le Parisien qui a contacté la personne Sophie Lotte, directrice générale adjointe du conseil départemental de la Dordogne, qui est chargée de cette institution, qui lui répond « Il n'y a aucune faute dans ce dossier, il ne faut pas confondre complexité des situations et faute professionnelle, nous ne pouvons pas stigmatiser un enfant sans éléments probants. » Parce qu'il est quoi aujourd'hui? Il n'est pas stigmatisé l'enfant? À l'heure d'aujourd'hui, il est quoi? Pourquoi pas stigmatiser? Parce qu'ils pensent que le corps enseignant, parce qu'un enfant a des difficultés, il va être moins bien traité, moins bien suivi qu'un autre. C'est ça qu'ils pensent. Il n'y a qu'eux qui savent. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Se battre. Est-ce que vous allez essayer de changer la loi?
Oui. Vous avez un député qui travaille avec vous, une députée, c'est ça? Oui, Perrine Goulet, qui a demandé, député En Marche, qui, elle, de par sa Qui vie est elle-même passée- une enfant de l'assistant. C'est ça. Et donc, elle a l'expérience personnelle des agissements de l'ASE. Elle en a sûrement souffert aussi, puisqu'elle a demandé à faire un projet, une enquête parlementaire sur les dysfonctionnements de l'ASE. On lui a communiqué notre affaire, on lui a écrit, elle nous a répondu. À nous, personnellement, une lettre nous étant adressée en nous disant qu'elle avait été touchée par notre histoire et qu'elle se servirait de notre histoire pour alimenter son enquête. L'aide sociale à l'enfance, avez-vous des rapports avec? Est-ce qu'il y a eu une action judiciaire? Jamais, mais il ne faut pas s'abaisser à ça. Jamais ils ont eu un mot pour ne serait-ce que pour ma fille, qui est décédée à cause de leurs agissements, de leur façon d'être, de leur façon de faire, de leur silence. Ma fille est morte parce que l'ASE n'a rien dit. Ils auraient parlé, ils auraient expliqué. Madame Jaracard, même si l'enfant était à l'école, aurait pu agir en fonction des agissements de cet enfant. C'est eux qui ont tué ma fille. C'est parce qu'ils n'ont rien dit, parce qu'ils se sont débarrassés de cet enfant dans cette école, parce qu'un organisme public qui paye une école privée pour placer un enfant sans rien dire à personne, à part s'en débarrasser, c'est quoi, à mon avis? Parce qu'ils ne savaient pas quoi en faire. Et bien sûr, une petite école privée qui a besoin de moyens, ils seront moins regardants. Et on dit rien, on le place là, et on attend. Voilà ce qui s'est passé. Ils ne savaient pas quoi en faire. Mais en attendant, il a tué ma fille, il a tué ma famille, il a brisé une institutrice. Est-ce que vous avez un quelconque moyen de vous retourner aujourd'hui, juridiquement, contre l'aide sociale à l'enfance dans ce dossier? Ils ont eu un non-lieu. Ils ont eu un non-lieu, ils n'ont jamais été inquiétés, même pas témoin assisté, secret professionnel, circulé, il n'y a rien à voir. Nous, on a fait notre boulot. S'ils arrivent à dormir avec ça, tant mieux pour eux. Mais pour des professionnels, pardonnez-moi, mais c'est pas possible. Ce que vous voulez demain, c'est que ce thème, ce alibi, j'allais dire, de secret professionnel soit modifié, changé. Ouais, mais bon sang, c'est quand même... Mais c'est l'évidence même. Vous avez un organisme qui s'occupe d'enfants. L'aide, c'est l'aide. Hein, aide sociale à l'enfance, c'est pas n'importe quoi. Aide à l'enfant. Bon, d'accord, ils ont des enfants en difficulté. Très bien. En quoi c'est gênant, à partir du moment où ils le placent dans une institution, une école... au contact des autres? Au contact des autres. En quoi c'est une difficulté de dire au proviseur ou à la directrice d'école, voilà, on vous place cet enfant-là a telle difficulté, a eu tel agissement, faites attention, s'il y a un problème, on intervient. En quoi c'est compliqué de faire ça? En quoi ça les gêne? Ça met... je sais pas moi... ils pensent que le fait de dire les choses sur l'enfant, le professeur ou la personne qui va en avoir la charge 12 heures ou 15 heures par semaine va le dénigrer. Mais c'est n'importe quoi. Un professeur, il fait pas ce métier-là parce qu'il aime pas ça, parce qu'il aime pas les enfants. Je sais pas, moi, un enfant handicapé, moi, ma fille était handicapée, elle avait une trisomie 21. C'est des enfants qui demandent beaucoup de temps, beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, d'attention. Voilà. Et je comprends pas leur état d'esprit. Madame Jacquard, est-ce que si cet enfant, vous aviez eu connaissance de son dossier médical, il aurait été accepté dans cette école privée dans laquelle vous enseignez? J'aurais refusé. Clairement, j'aurais été au courant, j'aurais refusé, puisque ma classe était en hauteur et donc potentiellement, j'aurais tout de suite compris que s'il avait fait déjà ce geste-là, à moins de mettre des barreaux à mes fenêtres, c'était potentiellement un danger très important et j'aurais refusé. Et comme il y a d'autres établissements dans Périgueux avec des structures spécialisées du public, et je sais que la plupart, certaines sont en étage aussi, mais certaines sont en rez-de-chaussée, je leur aurais conseillé d'aller plutôt sur les écoles où je sais que les classes étaient en rez-de-chaussée, où donc effectivement cette menace-là n'aurait pas pu être mise en place. Donc en fait, ce qui est affreux, c'est que la vie de Lali aurait pu être sauvée. Bien sûr, bien sûr. C'est le constat aujourd'hui. Mais bien sûr, mais c'est ça qui me met en colère, moi. En la protégeant et en protégeant les autres élèves. Bien sûr, vous vous rendez compte, pour pas mettre de mots sur un enfant, de pas expliquer à une enseignante de quoi est capable un enfant, la destruction, les familles. Je le disais, c'était le 8 janvier 2015. Dans quelques jours, ça va faire les 5 ans. Ouais. J'imagine qu'évidemment,
Il y a une page qui s'est tournée avec ce procès, votre relax cette semaine, mais comment vous voyez la suite pour vous 5 ans après, on comprend bien que le drame est toujours aussi dur pour vous. Comment voyez-vous la suite l'un et l'autre? Essayer de faire bouger les choses, comme aujourd'hui, d'être ensemble pour essayer de porter cette voix et de dire qu'elle ne soit pas morte pour rien, qu'il y ait quelque chose qui aboutisse derrière, que ça n'arrive pas à d'autres familles, à d'autres enseignants, à d'autres écoles, parce que ça peut être évité. Donc, que quelqu'un fasse quelque chose, que quelqu'un mette en place, change dans la loi ce qu'il faut pour que la communication se fasse, que cette institution ne soit plus perchée sur son petit rocher avec ses petits dossiers, où on a vraiment l'impression qu'ils agissent non pas avec des êtres humains, avec des enfants, mais avec des dossiers, des numéros, et puis on le met là, on le met là, et puis voilà, c'est ce qu'on espère, c'est qu'on continue d'en parler et que quelque chose débouche. Et surtout, ce que moi je cherche, c'est que quoi qu'ils fassent, qu'ils aient des comptes à rendre s'il y a un problème. Voilà. Moi, je ne demandais pas qu'ils soient condamnés, mais qu'ils viennent à la barre, doivent dire au juge, à moi... Le sens de la responsabilité. Dire, voilà, pourquoi ils ont fait et pourquoi ils ont agi comme ça. Qu'est-ce qui a amené leur décision? Voilà. Jamais ils ont eu à répondre de quoi que ce soit. Merci beaucoup. Merci à vous deux d'avoir eu le courage de venir sur ce plateau côte à côte pour nous parler de cette histoire, sensibiliser sur cette question, et on suivra évidemment dans l'affaire suivante ce dossier et votre combat. Merci à vous deux. Dominique, on se donne rendez-vous dimanche prochain. Oui, dimanche prochain. Évidemment, on vous souhaite un bon dimanche sur BFM TV.